Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de ces jeux qui cartonnent chez les jeunes, vous savez, genre Brawl Stars, Fortnite. C'est plus qu'un jeu, on dirait, hein, un vrai phénomène social. Ah, oui, tout à fait. Et pour essayer de comprendre un peu tout ça, on s'est penché sur plusieurs analyses. Il y a celle de Mister Arthur sur Brawl Stars, qui est très pointue. Mhm. Il y a aussi une étude qualitative de l'OFDT sur ce que font vraiment les ados. Et puis, des guides pour parents, comme le Gamer Mentor, et même ce qu'on trouve sur des forums comme Reddit. D'accord. L'idée, c'est de voir pourquoi ça marche si bien, quels sont les risques peut-être moins visibles, et puis comment les familles vivent avec ça au jour le jour, quoi. C'est ça. Alors, commençons par l'attrait. Qu'est-ce qui fait que ça prend autant? Bah, il y a un peu deux gros aspects qui ressortent. D'un côté, Mister Arthur, il met le doigt sur les mécaniques de jeu. C'est hyper bien pensé, en fait. C'est-à-dire? Par exemple, les parties très courtes. Sur Brawl Stars, c'est quoi? 3 minutes? Ça donne une satisfaction quasi immédiate. Et puis on voit sa progression, les trophées, les rangs, c'est très visible. Ah oui, 3 minutes, c'est vrai que c'est très rapide. Et le côté un peu violence cartoon, ça aide? Oui, ça dédramatise beaucoup. C'est classé PGI 7, donc c'est pas réaliste, quoi. D'accord. Mais l'étude de l'OFDT, elle met l'accent sur autre chose, il me semble. Exactement. Pour eux, la motivation numéro un, c'est pas tant le jeu lui-même que de jouer avec les copains, les amis de la vraie vie, hein. Ah, le côté social avant tout. Voilà. L'OFDT dit que c'est un espace pour rigoler ensemble, pour faire salon, mais virtuellement. Ça renforce les liens. Et on l'a bien vu pendant le confinement, d'ailleurs. Ça devient un lieu de rendez-vous. C'est ça. Et puis la richesse du jeu, la variété des personnages, les brawlers, Shelly, Colt, tout ça, chacun a ses capacités, ça ajoute de la stratégie, ça nourrit les discussions entre eux. C'est intéressant, hein, comme le social et le jeu s'alimentent. Mais bon, il y a aussi l'envers du décor, j'imagine, hein. Les préoccupations. Oui, et là, les sources sont assez unanimes sur certains points. Mister Artaud parle de fabrique à dopamine. Carrément. Oui, l'idée que ces jeux sont conçus pour nous happer, des boucles de récompenses très courtes, les coffres avec des gains aléatoires, les passes de saison, c'est fait pour qu'on reste et qu'on dépense. Et sur Reddit, il y a des échos de ça. Oui, certains témoignages évoquent même l'utilisation, disons, de techniques psychologiques pour maximiser l'engagement. Ça peut frôler l'addiction pour certains. Et la question de l'argent aussi, ça revient souvent. Ah bah oui, les incitations à acheter sont constantes. Des petits packs à 1,99 € jusqu'à des packs à près de 100 euros. Et puis il y a une pression sociale, avoir le dernier skin, le nouveau personnage. C'est énorme. Et au-delà de l'argent, il y a les interactions, non? Les chats. Oui, c'est un autre point sensible. Le chat mondial sur Brawl Stars, par exemple. Mister Arthur dit qu'il n'est pas filtré. Donc ça ouvre la porte aux insultes, voire pire, au grooming. La manipulation par des adultes mal intentionnés. Exactement. L'OFDT note aussi que ça peut être tendu entre joueurs parfois agressifs. Et puis, il y a ce décalage, l'âge recommandé souvent 13 ans, mais en réalité, on voit plein de gamins de 9, 10, 11, 12 ans y jouer. Tout ça, ça doit pas être simple à gérer à la maison. Comment ça se passe au quotidien dans les familles? Bah, le temps de jeu, c'est très variable. L'OFDT le dit bien. Ça dépend des jours, des personnes. Souvent, c'est pour combler les petits vides dans l'emploi du temps, un temps interstitiel, comme ils disent. Et difficile à mesurer, j'imagine, parce qu'ils passent du jeu aux réseaux sociaux, aux vidéos. C'est ça. Du coup, forcément, ça mène à des négociations sur le temps d'écran. Parfois, c'est tendu. On voit des exemples sur Reddit, la règle classique, 1 heure, 4 jours par semaine. Le Gamer Mentor dit que c'est pas facile d'en parler sans que ça tourne au conflit. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'OFDT montre que les ados intègrent souvent bien la priorité des devoirs. Le jeu devient une sorte de récompense. C'est une piste que le Gamer Mentor suggère aussi. L'équilibre, donc. Voilà, garder d'autres activités à côté. Le sport, la lecture, les sorties. C'est essentiel, souligne l'OFDT. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que les sources proposent comme stratégie pour les parents? Comment trouver cet équilibre? Alors, un point qui fait consensus, c'est ne pas interdire. Ça a souvent l'effet inverse, le fameux fruit défendu. Mister Arthur, Reddit, tout le monde est d'accord là-dessus. Ok, pas d'interdiction, mais alors quoi? Un cadre, des règles claires, constantes et surtout expliquées. Le Gamer Mentor insiste beaucoup là-dessus. Et concrètement, on fait comment? On peut utiliser des outils, des minuteurs, le contrôle parental, pour bloquer les achats, désactiver le chat. Mister Arthur donne ses pistes. Mais le plus important, vraiment, c'est la communication. Parler, s'intéresser un peu à ce qu'ils font? C'est ça, montrer de l'intérêt même si on n'aime pas le jeu, essayer de comprendre leur univers. Et puis,
parler ouvertement des soucis. L'argent, le temps, les risques. Hmm. Et proposer d'autres choses, peut-être? Oui, c'est une autre piste. Mr. and Arthur cite des jeux comme Oddmar ou Skyreich, peut-être moins basés sur ces mécaniques d'incitation constante. Ou même, pourquoi pas, jouer avec son enfant de temps en temps. Pour voir soi-même comment ça marche. Voilà, pour mieux comprendre ces logiques un peu persuasives. Bon, en résumé, on a des jeux qui sont de super outils sociaux, très ludiques, c'est clair, mais en même temps, leur conception même, ça pose de vraies questions sur le risque d'excès, les dépenses, la sécurité. Tout à fait. Le défi pour les parents, ça dépasse la simple gestion du temps d'écran. C'est plus profond. Cultiver la compréhension, le dialogue, trouver un équilibre propre à chaque famille. Et pour finir, une petite réflexion qui vient de l'OFDT. Et si, au-delà des risques qu'il faut gérer, bien sûr, on regardait ces espaces virtuels un peu différemment? Est-ce que ces jeux, avec leurs défis, le fait de jouer ensemble, les interactions fortes, est-ce qu'ils ne pourraient pas être aussi, si on accompagne bien, des lieux où on apprend des choses? La collaboration, la résilience peut-être. C'est une perspective intéressante. Ça laisse à